The Assembly will hear an address by His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of the Congo. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, ici représenté, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois depuis que le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance en m'élisant pour un second mandat à la tête de notre nation. Ayant eu l'occasion de prendre la parole devant vous par le passé, je suis particulièrement ému de pouvoir le faire à nouveau en ce moment significatif pour notre pays. Je tiens à féliciter M. Philémon Yang pour son élection à la présidence de cette 79e session, de même que je rends hommage à vos prédécesseurs pour leur engagement constant au service de cette institution. Le thème de cette session, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures, résonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix, la sécurité, la santé, la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans. Les Nations unies incarnent ces valeurs fondamentales et demeurent un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter, qu'il s'agisse de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté. Cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée. Cependant, le noble idéal des rédacteurs de la Charte des Nations unies, celui de servir d'instrument par lequel tous les pays régulent leur comportement, semble s'effacer. Le socle de la sécurité collective qu'elle a établi vacille. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite, « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Fin de citation. En cette période critique du multilatéralisme, le multilatéralisme revêt une importance cruciale. Il permet de répondre aux menaces communes,
de protéger notre planète et de renforcer la société civile ainsi que les droits humains. En effet, nous ne pouvons ignorer la montée alarmante de discours belliqueux et le rétablissement indécent de pratiques d'agressions armées et de pillage des ressources naturelles affectant tous les continents. Le conflit russo-ukrainien qui persiste et continue d'affecter la région n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres qui menacent la paix dans le monde. Le Yémen, le Soudan, la Syrie ou encore le terrible drame qui se passe dans la bande de Gaza entrent dans le lot pour lequel le multilatéralisme jouerait pleinement son rôle. Il est impératif d'agir ensemble pour progresser vers la paix, le développement durable et la dignité humaine, garantissant ainsi un avenir meilleur pour les générations futures. Ne laissons personne sur le chemin. Tel est le message clair et pertinent qui inspire la thématique sélectionnée pour orienter les travaux de la 79e session de cette illustre Assemblée. Monsieur le Président, le Pacte pour l'avenir et ses annexes, le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures, que nous avons adoptés lors du récent sommet de l'avenir, soulignent l'importance d'une collaboration active pour atteindre une vision commune d'un avenir pacifique et prospère. Ces documents représentent un engagement essentiel pour mettre fin au conflit, lutter contre l'extrême pauvreté et la faim et aborder des défis tels que les déplacements de population, l'immigration clandestine, l'insécurité alimentaire, les pandémies et les risques des nouvelles technologies. Parallèlement, le pacte mondial numérique se positionne comme un pilier essentiel dans notre quête d'un avenir prospère au cœur de la 4e révolution industrielle où les technologies numériques sont devenues incontournables. Cette transformation numérique représente une occasion sans précédent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment pour les pays les moins avancés. Elle vise à réduire la fracture numérique et à intégrer les populations non connectées dans des services digitaux à fort impact social. Cependant, pour relever ce défi majeur, inhérent à la révolution du numérique, des réformes globales sont nécessaires, impliquant une réévaluation de l'architecture financière internationale et un financement adéquat. C'est pourquoi la République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent, ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cela comprend la formation de partenariats viables autour du projet hydroélectrique du Grand Inga qui vise à répondre à la demande énergétique croissante de notre continent, exacerbée par la prolifération des objets connectés. De plus, il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques, indispensables aux équipements technologiques, afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Par ailleurs, la pleine participation et l'engagement des jeunes, tant des filles que des garçons, sont également primordiaux pour bâtir une société durable et inclusive. Ce principe constitue le fondement de la Déclaration sur les générations futures, soulignant notre responsabilité envers les générations à venir et l'importance des décisions qui garantissent leur épanouissement. Pour l'Afrique, sa jeunesse représente un atout majeur pour sa prospérité future.
Investir dans l'éducation, notamment dans les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et créer des environnements propices à l'innovation est crucial. Il est essentiel de remédier à la déconnexion entre une population jeune en forte croissance et le marché de l'emploi en fournissant les compétences nécessaires à leur intégration. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. La République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable. Sous mon impulsion, nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, clé de notre stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables, tout en stabilisant les zones touchées par les conflits. En assurant une transition post-MONUSCO, nous priorisons essentiellement le rapatriement des combattants étrangers. Le PDDRCS est un levier crucial pour la paix en République démocratique du Congo et j'invite nos partenaires et amis à le soutenir. Par ailleurs, des milliers de victimes du génocide pour des gains économiques en République démocratique du Congo, en abrégé Génocost, continuent de subir les conséquences dévastatrices d'un passé marqué par la violence et l'impunité. Reconnaître et traiter les effets de cette stratégie est crucial pour favoriser le rétablissement et la reconstruction des communautés touchées. Au-delà de l'aide humanitaire immédiate, une approche à long terme, centrée sur la justice, la réconciliation et le développement durable est essentielle pour permettre aux victimes de se reconstruire et de retrouver une vie digne. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'institutionnaliser la journée du 2 août, journée du Génocost, dédiée aux victimes des crimes odieux perpétrés par des rebelles soutenus par des multinationales et des États de la région. Cette journée incarne une communion nationale
permettant de confronter un passé douloureux pour aller de l'avant. Elle est essentielle pour renforcer la conscience historique de notre pays et affirmer la détermination de la nation à prévenir la répétition de telles barbaries. Monsieur le Président, le terrorisme constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale, touchant toutes les régions du monde. Après avoir sévi en Asie, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, ce fléau semble désormais s'enraciner en Afrique. En tant que membre de la coalition mondiale contre l'État islamique, la République démocratique du Congo exhorte les Nations unies à intensifier leurs actions pour mettre en œuvre les recommandations de cette organisation, notamment dans le cadre du processus d'Aqaba. Le terrorisme qui sévit dans l'est de notre pays est étroitement lié au pillage et à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces activités criminelles alimentent l'insécurité et financent les groupes armés, exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs. Par conséquent, il est impératif que les Nations unies envisagent des sanctions sévères contre les acteurs responsables de ces crimes économiques afin de briser ce cercle vicieux et de favoriser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les futures générations. Monsieur le Président, selon le dernier rapport d'examen national volontaire des objectifs de développement durable, la République démocratique du Congo a réalisé des avancées significatives vers plusieurs cibles des ODD grâce à des réformes et interventions majeures. Depuis 2019, le gouvernement a mis en place une réforme ambitieuse pour assurer la gratuité de l'enseignement de base, permettant à près de 4 millions d'enfants de rejoindre l'école. En outre, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la protection sociale, introduire la couverture sanitaire universelle et promouvoir l'égalité des sexes, ainsi que pour favoriser le développement des infrastructures et une industrialisation rapide à travers notamment la création des zones économiques spéciales. Malgré ces progrès, le rapport mondial sur les objectifs de développement durable souligne qu'au rythme actuel, la République démocratique du Congo ne pourra pas atteindre les ODD d'ici 2030 en raison des inégalités et de la vulnérabilité persistante exacerbée par des conflits armés. Face à ce défi, une feuille de route comprenant des actions, interventions et réformes spécifiques a été élaborée afin d'accélérer les progrès et de répondre aux enjeux de l'agenda 2030 avec déjà certaines mesures mises en œuvre pour que la République démocratique du Congo soit en adéquation avec les ODD en 2030. Pour cela, la République démocratique du Congo nécessite des investissements annuels de 32 milliards de dollars. Il est donc indispensable de renforcer les partenariats pour des investissements durables et de promouvoir la paix afin de permettre un développement socio-économique stable. Au registre des réponses mondiales aux défis climatiques et la promotion des énergies renouvelables, la République démocratique du Congo, qui a déjà affirmé son engagement en faveur d'une action climatique ambitieuse, souligne l'importance cruciale d'un soutien financier et technique accru afin de renforcer ses efforts pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Riche en biodiversité et en ressources naturelles, la République démocratique du Congo se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Les initiatives engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se concentrent sur 4 secteurs stratégiques: l'agriculture, la foresterie, l'énergie et la gestion des déchets. Des réformes structurelles sont actuellement mises en place pour inverser la déforestation et améliorer l'accès à une énergie propre, témoignant ainsi
de l'engagement déterminé du gouvernement en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la transition écologique. Concernant la valorisation des forêts tropicales, un tournant majeur a été franchi à Bali en novembre 2022, en Indonésie, avec l'adoption de la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique signée par le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Cette avancée témoigne d'une volonté politique collective d'utiliser les forêts comme levier pour un développement durable. L'Alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales, créée à cette occasion, constituera un cadre pour relever les défis liés à la biodiversité et proposera des solutions pour les marchés de crédit carbone, tout en veillant au respect des droits des peuples autochtones. Par ailleurs, dans le cadre des enjeux liés à l'environnement et au réchauffement climatique, il est essentiel de souligner la tenue du deuxième sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong, qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville, en République du Congo. Cette initiative africaine, portée par le président Denis Sassou Nguesso, vise à mettre en œuvre, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale dédiée à la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Ces forêts constituent un rempart indispensable contre le changement climatique. Face à des problèmes clairement identifiés et à des solutions à portée de main, il est crucial d'agir de manière concrète. Les bassins amazoniens, congolais et de Bornéo-Mékong abritent plus de 80% des forêts tropicales et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, tout en fournissant des services écosystémiques vitaux. Il est donc impératif que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales qui jouent un rôle clé dans la préservation de ces forêts soit placée au centre des priorités de la gouvernance mondiale. Pour sa part, la République démocratique du Congo met en place des instruments juridiques et des dispositifs institutionnels visant à renforcer sa position sur le marché mondial du carbone, tout en restant ouverte à des partenariats en conformité avec l'accord de Paris et ses lois internes. La prise de conscience croissante des défis liés à l'instabilité climatique et à l'épuisement des ressources naturelles, souvent à l'origine de conflits armés, souligne l'urgence d'agir sur ces problématiques. Il est donc primordial de reconnaître le lien entre changement climatique, dégradation environnementale et sécurité, afin de favoriser des actions proactives qui atténuent ces risques par le biais de pratiques durables. À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions. Monsieur le Président, face à un défi énergétique majeur, le monde fait face à un défi énergétique majeur. Les systèmes basés sur les combustibles fossiles sont responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre, exacerbant le changement climatique. Sans efforts concertés pour promouvoir les énergies renouvelables, nous risquerions de faire face à davantage de crises telles que des conditions météorologiques extrêmes et des conflits liés aux ressources naturelles comme nous l'observons déjà. La République démocratique du Congo dispose de ressources abondantes, y compris des minéraux essentiels tels que le cobalt, le lithium, le nickel et le graphite, pour ne citer que ceux-là, qui peuvent faciliter une transition énergétique durable. Nous appelons à la coopération internationale pour développer les technologies et infrastructures nécessaires.
Notre vision est de transformer l'exploitation de nos ressources en levier pour un développement durable et inclusif, tout en améliorant l'éducation, la santé et les infrastructures. L'inclusion sociale est au centre de notre stratégie, garantissant une répartition équitable des bénéfices du progrès. En nous investissant dans la lutte contre le changement climatique et en contribuant aux objectifs de développement durable, la République démocratique du Congo est prête à jouer un rôle clé dans la transformation des systèmes énergétiques mondiaux. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'énergie est propre, durable et accessible à tous. Monsieur le Président, j'aimerais également aborder la question cruciale de la parité hommes-femmes. Bien que la participation égale des femmes et des hommes à la vie politique soit internationalement reconnue, il subsiste dans la pratique un fossé entre l'égalité juridique et la réalité dans l'exercice du pouvoir. Les préoccupations des femmes méritent d'être intégrées dans les décisions majeures qui touchent notre société. En République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à changer les mentalités pour surmonter les barrières sociétales qui freinent l'épanouissement des femmes. Il est essentiel d'impliquer les hommes dans ce processus afin de transformer la dynamique sociale et de valoriser leur rôle dans le succès des femmes. Au niveau national, la Constitution congolaise consacre la parité. Aussi, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, axée sur la prévention, la protection et la réparation des victimes. Cette stratégie se traduit par le Fonds national de réparation pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en abrégé le FONAREV. La législation en cours vise à garantir cette protection. Il convient de souligner les progrès significatifs réalisés en matière de participation des femmes à la prise de décision, avec la nomination pour la première fois dans notre histoire d'une femme comme première ministre et chef du gouvernement. Nous assistons également à une présence accrue de femmes dans les instances gouvernementales ainsi que dans le Parlement et le système judiciaire, illustrée par la nomination de femmes au poste de premier président du Conseil d'État et à la tête de la Banque centrale du Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Président, dans cet élan de progrès, il est impératif que la communauté internationale, sous l'égide des Nations unies, continue d'accompagner ces dynamiques en se réinventant face aux défis du monde actuel. Pour maintenir la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit prouver sa capacité à s'adapter aux évolutions contemporaines et à les surmonter de manière efficace et responsable. Il est impératif de redynamiser le multilatéralisme par des réformes ciblées de la Charte des Nations Unies touchant des questions clés telles que le Conseil de sécurité, le droit de veto, le chapitre 7 et le recours à la force. Néanmoins, cela ne suffira pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies doivent également être renforcées. De nombreux enjeux globaux sont souvent abordés de manière redondante dans différents forums, parfois sous des angles contradictoires, tandis que d'autres problématiques restent entièrement négligées, chaque bureaucratie internationale cherchant à défendre son existence propre. À cet égard, tout en saluant l'appui des États-Unis, je réitère avec fermeté, au nom de l'ensemble des pays africains, la requête de création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les pays africains.
En tant que principal décideur au sein de l'ONU, cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leur reconnues, notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique. Il s'agit là d'une question de justice pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître. Nous, Africains, tenons cette exigence avec la plus grande détermination. Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale, prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division. Nelson Mandela a dit, je cite, « Aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès ». Fin de citation. Ainsi, nous tendons la main à chacun de vous, partenaires de longue date et nouveaux alliés, pour écrire ensemble ce chapitre crucial de notre histoire collective. Ensemble, faisons de notre monde un lieu où chaque nation, grande ou petite, peut prospérer dans la dignité et dans la sécurité. Je vous remercie. Un commentaire sur cette allocution du chef de l'État que vous venez de voir. Donc son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé ici à New York en direct, vous l'avez suivi, à la fois sur la télévision mais sur les réseaux sociaux. Il a fait un discours magistral, un discours d'une trentaine de minutes environ, un discours qui était sur un ton à la fois un ton modéré et un ton déterminé. Modéré parce que le Congo n'est pas un pays belliqueux, c'est un pays qui a toujours travaillé pour la paix et la sécurité collective, notamment dans la région des Grands Lacs. Et puis un ton aussi engagé, parce que si sur des thèmes tels que la transition énergétique, l'égalité homme-femme, l'atteinte des objectifs du développement durable, le président Tshisekedi a montré que sa vision, qui est celle qui mène le Congo, est une vision justement déterminée. Nous devons avancer pour pouvoir réellement développer notre pays. Et donc, c'était là donc la 6e fois que le président Félix Tshisekedi s'adressait devant l'Assemblée générale des Nations Unies, la 5e fois en présentiel, puisque depuis 2019, il l'a fait donc 6 fois en comptant cette fois-ci, mais en 2020, il l'avait fait en distanciel, puisque c'était l'année où nous vivions la crise du Covid. Mais donc, le président aujourd'hui a tenu un discours à la fois, comme je dis, clair, un discours qui était sur un ton calme, mais un ton à la fois déterminé et modéré. Plusieurs thèmes ont été abordés, des thèmes cruciaux. Le premier d'entre tous, c'était celui du multilatéralisme. Pourquoi le multilatéralisme? Parce que, et le président l'a rappelé, le multilatéralisme est au cœur même de l'essence
de la Charte des Nations Unies. Si les Nations Unies ont été créées, c'est parce que les pays ont compris et ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir justement créer et à la fois garantir la paix dans le monde, lutter contre la pauvreté et aussi faire la promotion du développement durable. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi l'a dit, ce multilatéralisme est mis en danger. Parce que de par le monde, il y a des crises qui sont là, qui se font jour et d'autres qui se perpétuent. Mais la plupart de ces crises peuvent trouver une solution grâce au multilatéralisme. Un multilatéralisme franc et un multilatéralisme déterminé, c'est-à-dire quand les nations décident de travailler ensemble pour construire la paix, lutter contre la pauvreté et favoriser le développement durable. Et c'est pour ça que le président Tshisekedi a dit qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux, aux valeurs essentielles du multilatéralisme. Et il a appelé tous les pays du monde à rejoindre justement cet élan du multilatéralisme. Et il l'a dit, ça permettrait notamment de pouvoir résoudre des crises telles que la guerre en Ukraine, la crise profonde qui touche aujourd'hui le Proche-Orient, la crise à Gaza, à la fois la guerre au Soudan, mais aussi la guerre en RDC, à l'est de la RDC, cette guerre d'agression que nous subissons de la part du Rwanda, avec ses supplétifs terroristes du M23. Nous ne pourrons résoudre ça que grâce au multilatéralisme, un multilatéralisme régional, mais soutenu par un multilatéralisme mondial. On y reviendra dans quelques instants. Le président a parlé aussi notamment du pacte de l'avenir, du pacte numérique notamment, la question de savoir qu'aujourd'hui, avec la révolution technologique notamment, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y avait un enjeu, un véritable enjeu de développement et un enjeu même humanitaire là-dedans, dans cette maîtrise de l'IA. Il l'a dit, il faut aussi que là-dessus on travaille de façon collective pour que le multilatéralisme nous permette de faire partager cette transition numérique, cette accélération numérique qui est aussi un accélérateur de progrès qui permette qu'à tous les pays se retrouvent au même niveau, qu'il n'y ait pas trop de différence entre les pays développés et les pays africains. Et notamment pour maîtriser l'intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle serve réellement les desseins de l'humanité et de la dignité humaine. Et il a dit pour ça, il faudrait que l'on revoie une réforme de l'architecture mondiale du financement pour que l'on permette aux pays africains d'attirer plus de financements, des financements plus ciblés, plus innovants, pour permettre à l'Afrique d'être mieux connectée, à la fois par satellite et puis aussi par les bandes, par les canaux qui sont plantés sous terre, pour que l'Afrique puisse être connectée, et cela nous permettra par exemple de booster un secteur tel que l'éducation, pour que nos pays qui comptent une jeunesse très abondante, puisque la jeunesse est pratiquement majoritaire, la majorité de notre population a moins de 35 ans, mais il faut que cette jeunesse soit formée. Et pour que l'on puisse former cette jeunesse, il faut notamment que l'on favorise l'usage des nouvelles technologies grâce à une connectivité. Mais pour ça, il faut bien sûr aussi de l'énergie, l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité. Et pour ça, le président a rappelé que le Congo détient un potentiel hydraulique énorme, ce qui nous permet de justement pouvoir créer des barrages hydroélectriques, notamment le grand barrage d'Inga, qui est revenu encore sur la table, qui cette fois-ci, le président l'a dit, nous avons le Congo avec lui à la tête, à la ferme volonté de vouloir concrétiser la mise en œuvre de ce barrage d'Inga, la construction de ce barrage du Grand Inga. Un barrage qui aura pour vocation à la fois de servir le besoin domestique de la RDC, à la fois pour notre secteur minier, pour notre industrie manufacturière, pour notre consommation privée donc, de la population, mais qui pourra aussi servir à aider nos voisins, à aider la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe à pouvoir accéder à de l'énergie. C'est encore cette vision multilatérale. Ensuite, le président a parlé aussi de l'idée d'une exploitation responsable et durable des minéraux stratégiques. Ces minéraux que le Congo détient en abondance, tels que le cobalt, le nickel, le lithium, le cuivre aussi, le tantalite.
Et ces minéraux qui servent notamment à la production de tous ces objets aujourd'hui de la modernité et du quotidien, tels que les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les satellites et certaines armes sophistiquées aussi. Mais ces minéraux qui aujourd'hui, malheureusement, sont pillés par le Rwanda à l'est du Congo et sont versés dans le trafic mondial. C'est pour ça que le président a insisté sur la nécessité d'une traçabilité des minéraux. Il faut qu'il y ait une traçabilité pour que l'on n'achète plus, on n'utilise plus des minéraux de sang. Et de ce point de vue-là, le Congo est à l'avant de ce combat et le Congo prend le leadership justement d'une coalition mondiale pour pouvoir mettre en place une véritable traçabilité de ces minéraux. Le président a parlé aussi notamment de l'inclusivité du développement. C'est nécessaire que notre développement soit inclusif, c'est-à-dire que toutes les couches de la population soient inclusives. Et il a montré l'exemple du Congo où à la fois les jeunes, les hommes, les femmes, les personnes vivant avec handicap, tout le monde a sa place dans la démocratie congolaise et dans le projet de développement congolais. Et c'est pour ça qu'il a appelé à plus de tolérance pour que dans le monde aussi, il y ait moins de discrimination et que le développement soit pensé comme un développement humain et un développement inclusif. Le président a parlé ensuite, durant un grand moment, et c'était un moment important de son discours, il est revenu bien sûr sur la crise sécuritaire à l'Est, pour dire les choses, comme on dit, dire la vérité. Nommer les choses permet de pouvoir résoudre les problèmes. Et il n'a pas eu peur, comme à son habitude, de nommer. Et justement, le président a toujours eu cette habitude de nommer les responsables de la crise à l'Est. Et il l'a encore fait cette fois-ci. Il a dit, c'est une agression du Rwanda contre la RDC. Via parfois leur supplétif du M23, mais derrière, c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Et il l'agresse pour deux raisons. Pour des visées hégémoniques, mais surtout pour l'exploitation illégale de nos ressources. Et de ce point de vue, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, a été clair. Il demande à la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda. Parce que ce n'est qu'avec des sanctions contre le Rwanda que l'on pourra justement trouver un chemin pour résoudre cette crise. Il l'a dit, le processus de Luanda est en cours. Le dialogue, les pourparlers de Luanda sont là. Les pourparlers menés par le président angolais João Lourenço, qui sont soutenus par les Nations Unies. De ce point de vue-là, le Congo reste fidèle à sa parole et suit ce processus. Néanmoins, il faut que le Rwanda retire ses troupes du sol de la RDC. Parce que l'intégrité territoriale de la RDC est non négociable. C'est quelque chose sur lequel on ne tergiversera jamais. Et le président Tshisekedi l'a encore rappelé une fois. Nous ne céderons aucun centimètre carré de notre territoire. Les soldats rwandais qui se trouvent actuellement sur le sol congolais doivent partir et ça permettra de recréer un climat de confiance pour que l'avancée du processus de Luanda puisse conduire justement au succès d'une paix juste et durable. C'est important de le savoir. Cette paix, pour que enfin cette crise qui dure depuis une trentaine d'années touche à sa fin, il faut que la paix soit juste, c'est-à-dire qu'elle repose sur la justice, exactement, et qu'elle repose aussi, qu'elle soit aussi fondée sur de la durabilité. C'est-à-dire que l'on cesse l'exploitation, que l'on cesse les mensonges, que l'on cesse, le trafic illégal des ressources congolaises et qu'on cesse le génocide sur les populations congolaises. Et de ce point de vue, le président a d'ailleurs parlé aussi du programme PDDRCS, c'est-à-dire le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale des groupes armés qui pullulent à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un processus lent, mais il demande aussi le soutien de cette communauté internationale qui, si elle veut vraiment résoudre le problème de la crise sécuritaire à l'est du Congo, doit plus s'impliquer, notamment à travers toute cette démarche, tout ce dispositif de désarmement et de démobilisation et de réinsertion sociale de tous ces jeunes qui sont dans les groupes armés. Enfin, le chef de l'État a parlé de l'environnement. Le Congo est un pays solution. Il l'a dit. Le Congo aujourd'hui détient une grande partie des minéraux qui nous permettent de pouvoir à la fois faire la transition énergétique, la fabrication des batteries grâce au lithium,
au cobalt, au cuivre et au nickel. Mais ça nous permet aussi, grâce à nos forêts, à tout ce qui est notre patrimoine forestier, qui est le deuxième au monde après celui de l'Amazonie, parmi les plus grandes forêts tropicales, de permettre de ce qu'on appelle l'atténuation du climat grâce à l'absorption du CO2. Donc le Congo est exactement, comme on l'a toujours dit, un pays solution pour cette transition énergétique pour pouvoir lutter contre le changement climatique. De ce point de vue, le chef de l'État a rappelé, le Congo est prêt à prendre sa responsabilité, mais il faut aussi que la communauté internationale prenne sa responsabilité aussi et soutienne le Congo, notamment en amenant du financement pour pouvoir nous permettre à la fois de préserver notre forêt, mais sans pour autant négliger le développement de notre population. Il ne faut pas nous mettre dans une situation qui nous oblige à choisir entre préserver la forêt ou survivre. Non, nous devons pouvoir faire les deux, à la fois développer notre population, lui donner accès à l'éducation, à la santé, au logement et au travail, mais à la fois préserver ce don que nous avons, c'est-à-dire que Dieu nous a fait de posséder la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Et le président est donc revenu là-dessus, notamment pour un prix plus juste de la tonne carbone. Nous sommes pour justement une réforme du marché mondial du carbone pour que le Congo ait accès à un prix plus juste du carbone. Le président a parlé aussi notamment de l'égalité homme-femme, quelque chose sur lequel lui s'est beaucoup engagé, il s'est beaucoup engagé, notamment au Congo. La place aujourd'hui des femmes dans la vie publique, dans le gouvernement, elle représente près de 30-34%, dans les institutions aussi. Donc de ce point de vue-là, l'égalité et la parité qui est inscrite dans notre Constitution, c'est une vision qui se concrétise de mieux en mieux, parce que donner la place, une plus grande place aux femmes dans la société, ça permet de booster le développement de notre pays. Enfin, le président a parlé, pour terminer, de cette vision diplomatique, cet agenda diplomatique du Congo, le Congo qui est ce grand pays avec 9 frontières, au cœur de l'Afrique, un pays pivot pour avoir la stabilité de l'Afrique, mais aussi la stabilité du monde. Et il a rappelé notre ambition, les ambitions du Congo au niveau diplomatique, c'est notamment pouvoir être candidat et être élu en 2025 comme membre du Conseil de sécurité, un membre non permanent, mais derrière le Congo soutient la réforme de ce Conseil de sécurité pour l'intégration à terme de 2 membres africains, mais qui auront aussi le droit de veto, car ce n'est que justice que les Africains aient leur mot à dire au sein de l'organe suprême de décision de la paix dans le monde. Et puis l'autre ambition du Congo, et ça c'est cette année que ça va se faire, c'est le 9 octobre, c'est la candidature du Congo pour un poste au sein du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Donc le Congo a des ambitions. Depuis le retour au pouvoir, l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019, on voit que le Congo reprend sa place dans le concert des nations pour justement assumer sa vocation de grand pays au cœur de l'Afrique. Merci à tous d'avoir suivi justement cette allocution du chef de l'État. Merci pour vos commentaires et le suivi. Vous pourrez revoir cette vidéo bien sûr sur nos réseaux sociaux et vous pourrez aussi bien sûr rester fidèle aux réseaux sociaux de la présidence de la République démocratique du Congo. Merci et à bientôt.